à toutes et à tous, c'est Philippe, bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 2 des Curious Buzz. Alors aujourd'hui, les Curious Buzz vous amènent dans les îles, alors pas physiquement malheureusement, on aurait aimé y être, mais en ce moment c'est toujours assez difficile encore de voyager, mais on en reçoit les îles dans notre studio puisqu'on a la chance d'avoir une entrepreneur qui nous vient de Raiatea. C'est Eva de la pension New Shack, puisque au Fénois on n'a pas que des entrepreneurs à Tahiti, mais on en a aussi plein dans les îles. Et je suis très content aujourd'hui de pouvoir mettre en avant une entrepreneur des îles, quelqu'un avec une idée innovante qui essaie véritablement de lancer une activité durable et responsable dans cette belle île de Raiatea. Un spoiler alert, c'est l'une de mes îles préférées, donc en plus ça m'arrange. Donc on va parler de son aventure entrepreneuriale et peut-être un petit peu justement de ce contexte des autres îles que de Tahiti. Et donc sans plus attendre, nous accueillons Eva. Eva, bienvenue. Yolana Philippe, je te remercie de me permettre de partager mon activité à Raiatea auprès de ceux qui te suivent. Et du coup, là, ça fait déjà presque 2 ans que j'ai déjà entamé ce projet qui est le New Shack. Et je suis déjà très contente des résultats que j'obtiens depuis le début de la création, malgré la crise sanitaire. Je pense que c'est un concept qui est justement mieux compris et mieux accueilli par les gens, puisque je les invite à se reconnecter à la nature. Ok, alors on va encore rentrer un petit peu plus dans le détail de ce projet. Alors pour ceux qui nous regardent sur YouTube, puisque les Curious Buzz sont aussi disponibles en vidéo, ce n'est donc pas la pension New Shack que vous voyez derrière vous, mais c'est les nouveaux bureaux de Pacific Venturi avec une magnifique vue sur la ville de Papeete. Alors Eva, avant de rentrer justement dans le détail de ton projet, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait avant de créer cette nouvelle entreprise? Alors, avant de faire le choix de m'enfermer au fond de cette vallée pour faire notre petite pension de famille, j'ai fait une école de commerce pendant 3 ans. Sur Tahiti ou à l'étranger? Non, à l'étranger. Ici, à Tahiti, on a une classe préparatoire au lycée Paul Gauguin qui nous donne l'opportunité de passer les concours pour accéder aux prestigieuses écoles de commerce de France. J'ai eu la chance d'intégrer l'INSEC Business School, qui est située à Bordeaux. Et au bout de 3 ans, j'ai décroché un master en marketing avec une spécialité dans les stratégies commerciales et les innovations de marque. Et dès que j'ai eu mon diplôme en poche, j'ai préféré revenir au Fénois pour travailler. J'avais déjà été contactée par des entreprises auprès desquelles j'avais effectué un stage. J'étais donc chef de projet pour l'entreprise Synergence Communication. Et c'est de là que j'ai vraiment pu commencer à mettre en pratique toutes les techniques, toutes les méthodes, les compétences de management organisationnel que j'avais apprises pendant mes études en école de commerce. D'accord. Donc à la base, tu partais pour une carrière dans le marketing principalement. Dans le marketing et surtout dans le monde de la nuit, rien à voir avec le monde actuel. J'étais vraiment branchée fêtes, grosses soirées, des concerts. Déjà de base, j'aimais beaucoup faire des événements qui bougent et réunir des personnes et pour pouvoir partager avec eux un moment de joie. D'accord. Et alors, du coup, pas de prédisposition à l'entrepreneuriat avant, ou tu avais déjà quand même une petite idée un jour de te lancer sans trop savoir à quel moment ça arriverait? Je me suis toujours fait l'idée qu'un jour j'ouvrirais peut-être un snack ou un petit restaurant parce que j'ai toujours aimé manger. Ma mère est une très bonne cuisinière d'ailleurs. Et bon, par rapport à mon expérience, j'avais déjà eu l'occasion de faire un stage auprès de Sodexo, qui est un des leaders dans la restauration collective. Déjà là, j'avais un pied dans le domaine culinaire. Et là, maintenant que j'ai créé ma propre entreprise de New Shack, j'ai les deux pieds dans le plat, si on peut dire. Alors, qu'est-ce qui t'a amené justement à passer dans ce monde du marketing, monde de la nuit, de la fête, avec un boulot, avec potentiellement un projet de carrière aussi, puisqu'avec un master quand même ça ouvre des opportunités. Qu'est-ce qui a été le déclic? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit non, c'est plus ça que je veux faire, je veux prendre le risque de me lancer dans l'entrepreneuriat?
et plus ou moins tout lâcher pour repartir dans les îles ou partir dans les îles, même si tu as de la famille là-bas, et monter une pension de famille. Est-ce que tu peux nous raconter ce moment de décision et comment tu as décidé tout ça? Alors, on va pas se le cacher, le monde de la nuit, on va dire, c'est un monde qui est très attractif, où il y a beaucoup de tentations et j'ai dû en profiter au maximum avant de me remettre en question par rapport au style de vie que je menais. Lorsque j'étais chef de projet pour cette agence de communication à Tahiti, bah, je travaillais surtout de nuit, j'avais peut-être enfin, certaines fois j'avais des nuits très courtes, et bon, forcément on mangeait pas des bonnes choses très équilibrées, on consommait beaucoup d'alcool avec nos partenaires, et je crois que petit à petit j'ai eu une prise de conscience par rapport à ça, où je voulais peut-être continuer à faire des événements, mais plus dans ce domaine. Je me suis dit que c'était peut-être pas bénéfique pour la population de faire des événements purement festifs s'il n'y a pas derrière un message qui puisse leur permettre de vivre mieux. Donc j'ai décidé de quitter la boîte au bout d'1 an et demi à leur côté, en leur expliquant que j'aimerais peut-être mettre à profit mes compétences dans un autre organisme qui soit plus calme que celui des fêtes. J'ai donc travaillé pour le groupe de Gage pendant quelques mois, et là j'ai eu l'opportunité de l'année, un ami qui m'a dit bah, tiens écoute Eva, vu ton profil en marketing, j'aimerais que tu viennes travailler avec moi à Hawaï pour gérer mes réseaux sociaux, pour mes tours au bateau. Moi, ben, tout de suite, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai lâché mon poste en marketing, et en posant, on va dire, ma démission, si je peux dire, je me suis tout de suite sentie libre. Et ce sentiment de liberté, c'est ce qui m'a vraiment amenée à vouloir être entrepreneuse. D'accord. Ok. Voilà. Et donc tu es partie à Hawaï et tu es revenue combien de temps? Je suis partie à Hawaï et c'est le 3e mois. À force de côtoyer des entrepreneurs qui savaient comment mener leur business selon leur vision, j'ai été moi aussi inspirée à faire de même. Et je me suis mise en tête de créer une entreprise familiale avec ma mère, ma petite maman, que je n'ai jamais oubliée depuis que je fais mes études. Elle a toujours eu cette place spéciale dans mon cœur. J'ai voulu donc faire un projet par lequel autant elle et moi on pourrait s'épanouir. Et c'est comme ça que je suis retournée à Raiatea, sur la terre où ma mère est née. D'accord, ok, super. Donc ça fait un petit parcours de réflexion qui t'a ramené vers tes racines. Alors du coup, New Shack, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qui fait la différence entre une pension de famille, on va dire habituelle, que l'on peut trouver à Tahiti, à Raiatea ou partout dans les îles polynésiennes, et New Shack? Alors New Shack, déjà, il faut savoir que New, ça vient de l'acronyme anglais Nature Inspires Us. Dans le sens de tout ce que nous faisons à cette maison d'hôtes, nous sommes inspirés par la nature. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir aussi qu'en tahitien, le mot New a son importance, qui veut dire la fondation, la base, en référence justement au mode de vie que ma mère elle mène, ce retour aux sources. Et c'est justement ce concept du retour aux sources combiné avec le modernisme qui, je pense, va faire que ma maison d'hôte se distingue des autres pensions de famille. On va dire que nous mettons plus en avant l'expérience du client que l'infrastructure elle-même. C'est-à-dire que les gens, ce qui va vraiment les attirer pour venir passer un séjour chez nous, ce sera plus le ressenti, la déconnexion, le dépaysement et le soulagement. L'idée de se retrouver dans un refuge, que plutôt juste l'idée, on va aller dans un bungalow qui est confortable, avec des activités. Là, on reste vraiment dans une approche classique. Là, ce que j'essaie de développer, c'est vraiment une approche qui va proposer comme une invitation au bien-être. D'accord. Et donc en plus de l'hébergement, tu fournis aussi, tu pourvois des activités aux clients C'est exact. Petit à petit, je me rapproche de partenaires avec qui je partage ces valeurs et cette même vision.
Il y en avait une, par exemple, avec qui j'avais démarré le projet, qui a créé Alora Experience. Elle est prof de yoga et donc sur plusieurs événements, on allie à la fois le bien-être par des cours de yoga et aussi la partie gourmande, nutrition avec ma mère qui cuisinait des plats véganes. Et chaque événement, je crois, ça a été un succès vu que le buffet, il était vide à la fin de la journée. D'accord, ok. Et donc tu me le disais, l'entreprise existe aujourd'hui depuis 2 ans, c'est ça? Voilà, depuis 2 ans, je l'ai créé en 2019, le logo New Shack. Et officiellement, nous avons ouvert la pension l'année dernière, en janvier, juste avant le confinement. D'accord, ok. Et justement, est-ce que la crise actuelle t'a impacté ou comment t'as géré la situation? Forcément, c'est vrai que on n'a pas pu avoir des clients pendant plusieurs mois. En revanche, déjà, mon business plan était basé sur un modèle, on va dire, où les coûts étaient très limités, dans la mesure où on a des panneaux solaires, on utilise des énergies renouvelables. Donc, que ce soit pour les factures d'eau ou d'électricité, on n'en a pas. Ça aide beaucoup. Et pareil, j'ai la chance d'utiliser le farley de ma mère comme maison d'hôte. J'ai pas de loyer à payer. Donc, durant la phase de confinement, on n'a pas dû faire face à de grosses dépenses, soit de gros investissements, de grosses charges. Nous sommes plutôt concentrés sur l'amélioration du lieu, sur les services que l'on pourrait proposer. D'accord, ok. Donc ça t'a permis quasiment de prendre du temps pour réfléchir sur le développement de l'entreprise en fin de compte? Exactement, ça m'a permis, déjà pendant le confinement, on a accueilli des amis à la maison. Ça m'a déjà permis de voir comment les gens pouvaient réagir par rapport à ce style de vie qui est quand même assez particulier. C'est pas tout le monde, je crois, qui est prêt à vivre sans Internet, loin de la civilisation, dans une vallée verte. Pourtant, moi, j'y trouve quand même un certain réconfort, comme ma mère. Et maintenant que petit à petit les vols se sont réouverts, que l'économie reprend, et bien là, j'ai beaucoup de demandes justement pour venir séjourner chez moi. D'accord, ok, super, bravo. Ouais. Ça fait plaisir. Ça, on va dire. Ça dure comme ça. Ouais, mais c'est surtout un gros travail de com que j'ai pu faire aussi pendant le confinement. C'était des sessions photos, vidéos tous les jours et j'ai balancé à bloc sur les réseaux sociaux pour faire parler de mon lieu et être certaine que dès l'ouverture du ciel polynésien, les touristes ils pourront trouver le New Shack. Alors justement, c'est exactement la question que j'avais ensuite. Tu dis il n'y a pas d'internet à la pension, mais pour autant l'entreprise utilise beaucoup l'internet, les réseaux sociaux pour communiquer. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert l'entreprise. Et il y a une vraie identité en termes de communication, on sent la professionnelle du marketing derrière. Comment tu combines ce retour à la nature justement avec cette approche, on va dire, un peu moderne, très internet, très new tech, etc. Comment tu combines les deux, comment tu gères et en quoi c'est important pour toi d'avoir une bonne communication? Alors, tout est une question de compartimentation. A priori, c'est bon. Voilà, il faut savoir compartimenter les choses, c'est-à-dire que lorsque je suis dans la vallée, je me mets en mode connecté à la nature, à fond pour m'occuper justement de mes invités. Et lorsque je quitte la vallée, que je me retrouve devant mon ordinateur, c'est là en fait que je dois effectivement gérer les demandes, les réservations ou gérer ma com. En fait, il faut tous les jours que j'anticipe déjà mon plan de communication pour pouvoir parler de mon lieu en sachant que je n'aurai pas forcément la connexion à portée de main comme on peut l'avoir ici à Tahiti ou en France. Ouais. C'est un gros travail d'organisation. Et il faut savoir donc à chaque fois, entre les deux, s'adapter. Et c'est important pour toi cette communication dans le cadre du développement de l'entreprise? Oui, parce que déjà on est une vallée très reculée sur une île qui n'est pas encore assez populaire, malgré sa beauté. Je pense tout de même que d'ici 3 ans ou peut-être même dans 2 ans,
Raiatea deviendra une destination plus populaire et connue en raison justement de son caractère, on va dire, traditionnel, polynésien, authentique, comparé à d'autres îles qui sont déjà très fréquentées par les touristes comme Bora Bora ou Moorea. Alors, je te pose cette question parce qu'on est, au moment où on enregistre l'épisode, on est à quelques jours d'un salon du tourisme digital qui pose beaucoup de questions localement sur le fait que beaucoup de pensions ne sont pas équipées d'Internet et que beaucoup de réservations sont encore faites, j'allais dire à la main, entre guillemets, sur des petits calepins. Est-ce que pour toi, c'est fondamental pour ta pension, mais de façon générale pour l'ensemble du secteur touristique, que de faire ce pas vers l'Internet pour développer une communication efficace comme la tienne, pour être en contact avec sa communauté, avec ses potentiels clients, etc. Je pense que oui, plus particulièrement pour les entreprises qui viennent tout juste d'ouvrir cette année ou peut-être dans le courant fin 2019, parce qu'ils ne pourront pas bénéficier d'une notoriété antécédente. Je veux dire par là que les touristes, ils connaissent ton établissement soit par le bouche à oreille, parce que tu es déjà connu sur le territoire, ou soit sur les réseaux sociaux qui sont devenus les nouveaux moteurs de recherche favoris pour toute personne qui souhaiterait organiser un voyage à l'étranger. Donc pour moi, c'était vraiment mon outil numéro 1 d'utiliser les réseaux sociaux pour pouvoir parler de mon établissement touristique à moindre coût en plus. C'est ça qui est un gros avantage qu'il ne faut pas oublier. Les sites internet, bien sûr, c'est toujours l'idéal pour ceux qui ouvrent leur entreprise, mais moi, je suis la preuve que on peut encore se passer de site internet au début lorsqu'on commence avec un petit budget et en privilégiant vraiment sa stratégie sur les réseaux sociaux. D'accord, ok, super, merci. Alors on va faire une première pause dans cet épisode avant de passer à des questions qui relèvent plus de ton parcours d'entrepreneur. Et on se retrouve dans quelques instants. Pour votre prochain séjour à Raiatea, je vous invite à venir vous réfugier au New Shack, votre maison d'hôte qui vous connecte à la nature. Venez profiter de notre cadre pittoresque pour vous ressourcer et puiser force et sérénité dans une vallée verdoyante au bord de la rivière. Pour plus d'infos, suivez le New Shack sur les réseaux sociaux. Nana. Et nous sommes de retour toujours avec Eva, donc la fondatrice et gérante de la pension New Shack à Raiatea. Eva, ça va toujours? Ça va super, il fait bon dans cet appartement. Ouais, grâce à la clim qu'on n'utilise pas trop quand même, on essaie d'être responsable. Alors Eva, on va passer à des questions qui relèvent plus donc, de ton parcours entrepreneurial. Donc entre ce moment où tu as eu, comme tu me disais tout à l'heure, cette révélation, le moment où tu as posé ta démission de ton poste de chargé marketing avant de partir à Hawaï, jusqu'à aujourd'hui, cette aventure que tu as commencé à vivre d'entrepreneur, quelle a été la meilleure leçon que tu aies apprise et quelle a été la pire leçon? Ma meilleure leçon, c'est qu'il faut écouter son instinct. Je veux dire, si depuis le début, on sent quelque part en soi qu'on a vraiment envie d'ouvrir, je sais pas, une entreprise, peu importe le domaine, et si cette idée, elle revient constamment en tête, je pense que c'est un signe qu'il faut vraiment réaliser. Quelque chose à explorer. Exact. Et moi, je suis ravie de m'être écoutée aussitôt, car je pense qu'il y a plusieurs personnes qui se contentent de suivre un schéma, on va dire, classique par rapport au regard des autres. Et peut-être à 50 ans, ils réalisent qu'en fait, c'est pas vraiment dans ce domaine-là ou dans ce métier qu'ils voulaient s'affirmer et s'épanouir. Donc voilà, moi, la plus grande leçon, c'est qu'il faut toujours s'écouter d'abord avant d'écouter les autres. Okay. Et ma pire leçon par rapport à ça, c'est que le travail en famille, c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde. Ma pire leçon, voilà, je pense que si ma mère elle a l'occasion d'écouter cet enregistrement, elle saura par quoi nous sommes passés, toutes les crises, les prises de tête que l'on a eues, parce que toutes les deux, nous ne sommes pas des professionnels de l'hôtellerie. Donc forcément, lorsque je l'ai embarqué dans ce projet, on a eu de grandes disputes.
Et heureusement, on fait toujours la part des choses entre les affaires et l'esprit familial. C'est, c'est peut-être ça en fait que je mettrais en garde pour les gens qui aimeraient monter un business en famille. Il faut vraiment dès le début mettre les choses au clair avec la personne pour ne pas que cela ternisse les relations. Ouais. Mais aujourd'hui, ça va, vous en Aujourd'hui, c'est super, tout roule à merveille. Chacune en a compris où était notre place, on ne se chamaille plus. D'accord, bah du coup, si ta maman nous écoute, on la salue en passant. Alors, tu dis qu'effectivement, la plus belle leçon que tu as eue, c'est de te rendre compte que quand on suit son instinct ou son intuition, ça peut marcher. Est-ce que tu penses, cela dit, que le fait d'avoir ton bagage en marketing t'a aidé dans ton parcours entrepreneurial ou pas, ou peu finalement? Ah ben forcément, des fois je me rends compte que chaque expérience, chaque stage ou même certains cours m'ont servi depuis que j'ai créé le New Shack. Donc il n'y a pas de hasard selon moi. Il faut savoir saisir les opportunités qui se présentent, même si elles ne sont pas directement liées à notre objectif. D'une certaine manière, elles contribueront à nous mener sur le chemin où l'on devrait être. Ok. Alors ce chemin, malgré tout, il n'est pas toujours facile. Tu as mentionné les disputes avec ta maman. Est-ce qu'il y a eu est-ce qu'il y a eu des sacrifices que tu as dû faire quand tu as décidé de te lancer ou encore aujourd'hui? Des choses, tu te dis, c'est pour mon entreprise, je ne vais pas faire ça, ou je ne vais pas prendre telle décision, je ne vais pas aller dans telle direction. Déjà, le plus grand changement que je peux te dire qu'il y a eu dans ma vie, c'est déjà dans ma vie sociale. Le fait de se retrouver sur une île où j'ai très peu d'amis, mais plutôt de la famille. C'est pas évident pour tout le monde. Je sais que pour la plupart, c'est important de toujours avoir des amis près de soi avec qui sortir lorsqu'on sort du boulot. Moi, c'est pas vraiment le cas. Déjà, mon boulot, c'est ma maison, donc des fois, j'ai du mal à faire la différence. Et j'ai donc pas mes amis les plus proches avec moi tous les jours. C'est pareil pour les sorties. Depuis que je suis implantée sur Ayatea, la vie est plutôt paisible. Mais je me suis faite à cette nouvelle vie et je crois que c'est celle qui me correspond le mieux. D'accord, ok. Et c'est un peu ça finalement qui te donne l'envie de continuer à avancer ou C'est ça, en fait, je me rends compte jour après jour que c'est vraiment l'endroit où j'arrive le mieux à exprimer toutes mes idées, à me sentir bien. Enfin, pour moi, c'est une évidence, ça se ressent de toute façon. Je ne stresse pas forcément le matin, me dire qu'est-ce que je vais faire. Je sais exactement chaque matin pourquoi je suis là et quelle est la mission du jour et je le fais avec toujours plein d'énergie. D'accord. C'est un peu quelque chose que je raconte souvent à mon niveau et peut-être que ça va te parler, c'est de se rendre compte quand on réalise finalement que c'est pas des sacrifices ou que c'est pas des challenges mais que ça fait juste partie de l'aventure. C'est là où on se rend compte qu'on est vraiment devenu entrepreneur finalement. Exactement. Ouais. On se rend compte que lorsqu'on fait quelque chose que l'on aime, on va même plus peut-être appeler ça un travail. C'est juste une tâche qui va nous occuper tous les jours et qui nous enrichit et que ça fait partie de la vie. Il fait partie de la vie. Alors malgré tout, même si aujourd'hui les choses marchent bien et que tu t'épanouis, c'est plutôt une bonne chose, si tu avais la possibilité de changer quelque chose que tu as pris, que tu as décidé, que tu as fait ou que tu n'as pas fait au cours de ces 2 dernières années, si je te disais j'ai une baguette magique aujourd'hui qui te permet de changer une chose sur ton parcours d'entrepreneur, est-ce que tu peux nous dire ce que ce serait? Oula, je pense que si j'avais pas ma mère qui habitait à Raiatea, j'aurais peut-être tenté d'ouvrir une agence de com. Car j'ai toujours aimé conseiller ou guider des personnes qui s'intéressent comme moi à l'entrepreneuriat. Et j'aime particulièrement leur donner des stratégies ou les bons tuyaux pour pouvoir être plus visible sur les réseaux sociaux. En fait, moi je me verrais vraiment conseillère marketing si j'étais dans une agence de com pour pouvoir orienter les entreprises dans leur développement et leur donner toutes les clés pour pouvoir réussir. D'accord. Okay. Donc
là, si tu avais quelque chose à changer, ce serait carrément faire partir sur un autre parcours en fait. Voilà, je pense cette que je entreprise, serais ouais. même pas à Théa. D'accord. Le fait d'avoir ma mère là-bas, ça a été vraiment un élément aussi qui m'a convaincu de faire mon projet là-bas. D'accord. Ok. Alors, justement, Raiatea, c'est pas Tahiti, c'est une évidence, mais il faut le dire. Parce que créer une entreprise à Tahiti, bon, les administrations sont à côté, les démarches sont à portée de voitures ou de scooters, peu importe. Même si le marché est relativement petit par rapport à d'autres grands pays où c'est encore, on va dire, plus simple entre guillemets de créer une entreprise. Être entrepreneur à Raiatea, est-ce que pour toi c'est différent d'être entrepreneur à Tahiti? Et à quel niveau, en bien, en positif, comment tu vois les choses? Selon moi, être entrepreneur à ATA, ce n'est pas différent dans la manière de faire, mais je pense qu'il y a quand même certains domaines dans lesquels il est plus facile de se développer ou d'ouvrir une activité. Je pense notamment au tourisme durable. Moi, j'ai choisi le segment des pensions de famille. C'est une activité qui marche vraiment bien dans les îles parce que justement, les touristes, lorsqu'ils arrivent, ils ne restent pas très longtemps sur Tahiti, ils préfèrent s'évader dans les autres îles de la Polynésie française. Donc les entrepreneurs qui souhaiteraient ouvrir des activités qui soient dans ce secteur ou dans l'agriculture, il y a plus de facilité à se réaliser dans ces domaines que si l'on veut par exemple ouvrir une agence de com, une agence d'événementiel, ça il vaudrait mieux alors être basé sur Tahiti car il y a beaucoup plus de monde, beaucoup plus de services, donc la demande elle est plus conséquente forcément. Il faut choisir le bon lieu pour le bon marché en fait. C'est ça. C'est un peu ça. Il faut choisir le bon lieu aussi par rapport à son état d'esprit. Forcément, si on est dans un état d'esprit, on souhaiterait côtoyer tout le temps des personnes différentes, où ça bouge, il y a du dynamisme, des sorties. Et ben moi, je vous recommanderais pas de venir sur Raiatea. C'est plutôt un endroit posé. Mais par contre, voilà, si on veut essayer de se lancer dans quelque chose de vraiment plus proche de la nature, plus authentique, ça serait dans les îles. Ouais. Après, une fois qu'on a décidé, il faut assumer ses choix. Voilà. Ok, alors c'est intéressant ce que tu dis parce que on peut avoir souvent, et on entend ce discours de dire bah, dans les îles c'est pas possible de créer des entreprises ou de développer des entreprises et donc des emplois parce qu'il n'y a pas les facilités, machin, etc. Et en fait toi tu soutiens l'inverse compte tenu du secteur ou de certains secteurs particuliers, quoi. Donc il y a quand même du potentiel dans les îles. Bah surtout que je le vois, rien qu'avec ma propre activité de pension de famille, j'aimerais dire que si j'avais les moyens, je pourrais créer peut-être 10 emplois. Il y en aurait un qui pourrait transformer les cacaos qu'il y a dans mon jardin et en faire du chocolat. Peut-être que quelqu'un d'autre pourrait transformer mes cocos en huile de copra pour en faire de l'huile. Nous avons tellement de recherches à exploiter. Mais malheureusement, ces activités, c'est vrai, on n'en parle pas assez, elles ne sont pas assez mises en avant, surtout dans le système éducatif. Dans nos écoles, je me rappelle que j'étais plus poussée à faire une école de commerce qu'une école agricole ou comment faire un fardeau. C'est ça qui est dommage parce que du coup pour la jeunesse ils ont l'impression que l'agriculture ou ces autres activités qui touchent aux ressources naturelles elles sont on va dire un peu démodées, elles font vieillottes, elles sont pas attractives. Il faudrait que les écoles de commerce enseignent le marketing et l'agriculture en fait. Et moi je crois qu'il y a un moyen de faire ça, de rendre l'agriculture plus sexy si je peux dire ce mot. Tout à fait d'accord avec toi. Ok, alors on va passer à la question difficile du Curious Buzz, parce que ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment comprendre le cœur de l'expérience d'entrepreneur. Et il y a une question qui marche à chaque fois. T'es prête? Ouais, vas-y. Alors, est-ce qu'il y a une chose que tu n'as jamais osé dire en public à propos de ton parcours d'entrepreneur que tu pourrais partager à nos auditeurs aujourd'hui? Ouh là là. Pas forcément quelque chose de gênant, mais quelque chose où tu dis, bon ça, je préfère pas trop en parler parce que c'est pas terrible, c'est pas très glorieux, ou c'est juste, voilà, bon, on va essayer de garder le mythe, entre guillemets, des trucs. C'est vrai que il y a quelques personnes qui me connaissent, en tout cas sous cet angle, mais j'étais vraiment à l'opposé de la Eva d'aujourd'hui, si on peut dire. J'étais vraiment peut-être la fêtarde number one dans ma classe de prépa. C'est pareil
pour, on va dire, l'alimentation. Pour moi, c'était plus un plaisir qu'une nécessité ou bien un sujet d'écologie. Euh, je m'étonne moi-même de la manière enfin, comment j'ai pu changer de mode de vie aussi radicalement pour pouvoir du jour, enfin en quelques années, où j'aimais bien être entourée de foule, où ça bouge, avec de la musique, et là, ben non, je préfère être toute seule chez moi, au bord de ma rivière, à écouter les oiseaux, enfin des fois, les personnes qui me connaissent me disent: mais va, c'est vrai qu'on t'a pas connu comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? Toi qui étais tout le temps tout le temps présente aux soirées et tout, maintenant, ben, tu parais vraiment sage, quoi. Je leur fais: ben, je suis contente en tout cas que ça arrive aujourd'hui, non pas à 60 ans, parce que ben, là, déjà par rapport à ma santé, je vois tous les effets bénéfiques. Voilà. D'accord. Ok. Et petite chose, bah oui, je suis pas végane. Uh-huh. Donc ça, je peux le confirmer. Plusieurs personnes pensent que je suis, vu que ben, je partage beaucoup de recettes de ma mère végane. Mais non, moi, je continue d'avoir une alimentation très variée. Cependant, je peux recommander qu'il faut limiter la consommation de viande parce qu'on ressent tout de suite des bienfaits sur le corps et même par rapport à l'impact environnemental, et ben on sait comme c'est très polluant de manger de la viande. Donc voilà. D'accord. Donc c'est plus, en fait, ton concept, c'est plus trouver l'équilibre dans toute chose, que ce soit nourriture, physique, environnement, etc. Et d'essayer de trouver ce bon équilibre dans tous les domaines. Tout à fait, parce que l'excès en toute chose, il est mauvais. Ça marche. Ok, super. Belle note philosophique. Avant de faire une deuxième pause, pour nos annonceurs, on se retrouve dans quelques secondes. Pour votre prochain séjour à Raiatea, je vous invite à venir vous réfugier au New Shack, votre maison d'hôte qui vous connecte à la nature. Venez profiter de notre cadre pittoresque pour vous ressourcer et puiser force et sérénité dans une vallée verdoyante au bord de la rivière. Pour plus d'infos, suivez le New Shack sur les réseaux sociaux. Nana. Et nous sommes de retour pour la troisième et dernière partie de cet épisode en compagnie de Eva de New Shack, qui nous vient donc directement de Raiatea. Donc Eva, on va maintenant regarder un petit peu vers l'avenir. 3 questions et je veux que tu répondes rapidement et on développera ensuite le sujet. Pour toi, à titre personnel, l'avenir, tu le vois positif ou négatif? Positif. Ok. Pour ton entreprise? Positif ou négatif? Positif. Ok. Et pour le Fénois? Positif. Ok, ça marche. Donc 3 positifs, c'est souvent les réponses qu'on a de tous nos invités au Curious Buzz. Je pense qu'il y a un lien avec le fait d'être entrepreneur. Alors, repartons dans le sens inverse. Pourquoi le Fénois positif? Qu'est-ce qui te fait dire que notre Fénois est dans la bonne direction? Alors, moi, je constate que déjà auprès de mon entourage, il y a du changement dans les mentalités, que les jeunes, même si on les pointe du doigt parce qu'ils n'adoptent pas forcément tous les gestes écologiques, eh bien, ils sont quand même conscients que maintenant, il faut peut-être faire des efforts, des concessions par rapport à la manière, déjà, quand ils consomment. Je le vois de plus en plus, il y a des gens qui préfèrent acheter des vêtements auprès de marques qui se disent éco-friendly. Ça veut dire que la fabrication du vêtement, elle a un impact moindre sur l'environnement par rapport à d'autres. Les labels bio aussi, même si on dit qu'ils sont bons pour le marketing, je pense quand même qu'ils sont, on va dire, qui sont bénéfiques pour la sauvegarde de l'environnement. Et donc, les plus de personnes, ils veulent consommer bio, non pas parce que ça fait joli, mais parce qu'ils sont aussi conscients que ce qu'ils vont consommer, avaler et mettre dans leur assiette, c'est bon pour leur santé. En fait, grâce au grand progrès de la communication, les gens, ils apprennent
à mieux s'alimenter, à mieux vivre, parce que ils ont apporté toute l'information nécessaire pour savoir que oui, il y a des dangers en consommant tel aliment, il y a des dangers si par exemple on pollue la planète et tout. La vulgarisation de l'information, en fait, c'est ce qui va permettre aux personnes d'opter pour un mode de vie plus sain. Et donc, c'est pour ça que je pense que la situation va s'améliorer ici au Fénois. Les gens, ils auront tous conscience qu'il faudra penser de manière plus durable, comme on dit, et non pas juste se contenter de satisfaire ses besoins dans l'immédiat. Ok, super. Donc des consommateurs responsables. C'est ça, des consommateurs responsables. Ok, et donc l'entreprise, positif, pourquoi? Et du coup, tu peux peut-être nous parler des projets qui sont dans les cartons en ce moment? Pour moi, c'est positif parce que j'ai de plus en plus de demandes, de sollicitations pour venir passer un séjour ou pour déjeuner dans ma maison d'hôte. Et compte tenu de l'évolution économique, c'est-à-dire que il y a eu la réouverture des vols, j'ai déjà quelques réservations de personnes venant de l'étranger pour les mois à venir. Et je compte aussi sur le soutien du pays qui propose des aides, notamment la direction, comment on appelle, la DGAE, Direction Générale des Affaires économiques. Exactement, qui propose des subventions pour aider les entreprises à financer leurs investissements en matériel ou pour équiper les infrastructures. Tout ça, c'est en cours, c'est dans les rouages. Je pense du coup que le New Shack va vraiment prendre de l'ampleur d'ici la fin d'année, et pourquoi pas, on aura finalement nos 2 petits bungalows pour nos hôtes. D'accord, donc là entre les projets à court terme, c'est de la construction de bungalows. Voilà, ce sera vraiment essayer d'élargir la capacité d'accueil pour que les gens ils puissent aussi avoir une expérience vraiment plus intimiste dans notre vallée, car pour le moment on se contente de proposer des chambres d'hôtes dans le vallée de ma mère. Mais vraiment, l'idéal, ça serait qu'ils puissent avoir leur petit phare et bambou au bord de la rivière et vivre comme nous, un peu avec cette connexion à la nature. D'accord, ok, super. Et donc pour toi, tu as des positives aussi. Comment tu vois l'avenir à titre personnel dans les temps qui viennent? Après, je t'avoue qu'il y a des hauts et des bas, mais là, c'est le début de l'année 2021. C'est que du positif. Je me dis que je suis passée par des crises très difficiles l'année dernière, mais elles me servent de leçon pour pouvoir bien démarrer cette année. Et voilà, moi je lâche pas l'affaire. Si on veut voir des choses positives, il faut aussi un peu se forcer et apprécier les choses que l'on a déjà. Alors, ça tombe bien que tu dises ça, parce que je me souviens, lorsqu'on avait discuté avant cet épisode du podcast, tu m'avais dit que tu faisais beaucoup d'écriture. Ouais. Beaucoup de réflexion sur papier avec un crayon. Dans quelle mesure ce travail de réflexion, de journaling, comme on dirait en anglais, t'aide justement à préparer le futur, à anticiper tes projets, à poser les choses et bien avancer? Le fait de retranscrire déjà à la main les pensées que l'on a sur le moment présent. Après, on a ces phrases que l'on a écrites sur un bout de papier qui sont déjà une première étape vers la concrétisation de l'idée. Et de les garder toujours à portée de main, sous la vue, ça nous aide vraiment à visualiser au quotidien cette idée et de trouver toujours un moyen pour pouvoir la réaliser. C'est là que je vois en fait le bienfait du journaling, c'est vraiment le fait de pouvoir visualiser cette idée. De visualiser pour passer enfin à la concrétisation de l'idée. D'accord. Alors faisons un petit travail de visualisation. Voilà, ok. On est 15 ans en avant. À quoi ressemble New Shack? Alors 15 ans en avant, ça veut dire qu'on sera en 2036. 2036. Ouh là là. Le New Shack, écoute, vu que je suis positive, moi j'ai envie de dire qu'il y aura un New Shack dans différents pays du monde. Parce que déjà après s'être étendu localement sous forme de franchise, forcément il y a des gens dans le monde entier qui se sont intéressés au concept et qui ont voulu acheter la franchise du New Shack pour faire la même chose chez eux.
ce sera toujours les mêmes principes, les mêmes valeurs, mais dans un décor différent, avec une culture aussi différente. Et c'est ça qui va faire la force en fait du New Shack, c'est qu'à chaque fois on s'attend à vivre la même histoire, mais ce sera toujours de manière différente. Ma comparaison favorite pour illustrer cette idée, c'est Disney. Disney, on sait qu'à chaque fois qu'ils vont sortir un nouveau film, ça sera à peu près toujours un personnage principal qui sera mis en avant, où il aura une mission à accomplir et de belles valeurs. Ben, là, c'est pareil. À chaque fois, ce sera la même chose, sauf que dans le nouveau Disney, c'est un nouveau personnage, c'est un nouveau cadre. Le New Shack, c'est pareil. On revit les mêmes choses, mais dans un lieu différent, avec des activités différentes, mais on a quand même cette vision commune qui nous lie. D'accord. Et ce projet de franchise et d'export, c'est quelque chose que tu as toujours eu ou ça a grandi au fur et à mesure du projet? Alors, pour être honnête, c'est une idée qui m'a été donnée lorsque j'avais présenté mon projet à la CCSM. J'avais été guidée par Capucine. Capucine, si tu m'entends, coucou. C'est la première à m'avoir branché sur l'idée de franchise pour mon concept. Après, voilà, je suis peut-être pas la seule dans le monde à l'avoir pensé, mais je crois quand même qu'on a tous une manière de faire qui peut rendre la chose unique. Et je vais faire en sorte de trouver justement ce chemin qui me permettra de faire que mon concept soit unique. Okay, excellent. J'adore entendre des entrepreneurs locaux qui ne se contentent pas que de regarder à ce qu'on va faire ici, mais de penser à aller à l'extérieur et conquérir entre guillemets de nouveaux marchés. Je trouve que c'est signe d'une vraie ambition, une vraie volonté de construire quelque chose de solide. Donc, en espérant que ça marche, en te souhaitant tout le meilleur. Alors justement, dernière question pour toi. Tu as bientôt fini, je te libère très prochainement. On a des gens qui nous écoutent qui pensent peut-être lancer leur entreprise. On a des entrepreneurs qui nous écoutent aussi, qui sont à la recherche de conseils. Si tu avais une chose à recommander à tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait ? Le meilleur conseil que je puisse donner, c'est essayer d'abord avant de juger. Mais cela s'applique non seulement pour n'importe quel domaine dans la vie, mais surtout lorsqu'on veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Il y a tellement des fois, des opportunités qui se présentent, on ne s'en rend pas compte parce qu'on a tendance à rester sur place, on a peur, on se donne des excuses pour ne pas se lancer justement là-dedans, soit parce qu'on n'a pas forcément les fonds financiers qui suivent ou le soutien moral. Et pourtant, le fait d'essayer, de vouloir créer la chose, peut-être que ce ne sera pas votre destination finale, mais au moins ce sera une étape qui vous permettra d'arriver là où vous devez être. Et au moins on apprend quelque chose sur le chemin. Voilà. Et au pire, on se reçoit des déceptions, des coups durs, mais c'est pas grave, ça nous rend plus forts. On en reprend, c'est clair, super. Écoute Eva, merci beaucoup pour ce conseil. Merci d'avoir pris le temps de passer par chez nous pendant je sais que tes passages sur Tahiti sont toujours très occupés. Donc merci d'avoir pris le temps de venir discuter avec nous. Bon courage et longue vie à New Shack. J'aurais hâte de passer sur Ayatea et d'essayer en vrai. Et on fera peut-être un second épisode pour faire découvrir ça à nos auditeurs. En tout cas, merci beaucoup et peut-être à bientôt. Oui, merci beaucoup Philippe. Avec plaisir, je t'accueillerai au bord de ma rivière. Je sais que tu vas adorer et merci de m'avoir donné la parole pour pouvoir partager ma vision du New Shack. Ça marche. Merci beaucoup. Voilà, c'était donc le nouvel épisode des Curious Buzz avec Eva de New Shack. Cette nouvelle conversation est venue encore une fois nous montrer à quel point l'entrepreneuriat est un mode de vie avant tout et qu'il peut aider chacun d'entre nous à trouver du sens et de l'équilibre au quotidien. Je vous encourage à visiter New Shack lors de votre prochaine visite dans cette belle île de Raiatea. N'oubliez pas que cet épisode est également disponible en vidéo sur la chaîne YouTube de Pacific Venturi, où vous pourrez y retrouver des images de la maison d'hôte de Eva. Quant à moi, je vous retrouverai dans un prochain épisode avec un ou une nouvelle entrepreneur. D'ici là, prenez soin de vous et bonne journée. Nana!